Bonsoir. Les jeunes ont souvent dénoncé le déficit communicationnel entre le sommet et la base. Ce soir, dans cette émission, nous leur donnons l'occasion de réduire ce fossé. En face d'eux, le ministre de la Jeunesse, Anatole Kolné-Makosso, qui répondra aux questions, aux préoccupations de ces jeunes. Ils passeront ici en tour de rôle. Chacun d'eux aura 4 minutes pour poser les questions au ministre. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Faure. Bonsoir, chers jeunes. Bonsoir, monsieur le Jean. Monsieur le ministre, avant d'entrer dans le bien plus de notre émission, nous avons sur notre plateau un article de la Semaine africaine dans lequel nous avons l'interview de Hossein Roland Leka Dila, c'est le président du conseil départemental de la jeunesse de Brazzaville. Dans cet article, il parle de la montée en puissance des antivaleurs, surtout lors de la CAN. Alors, il accuse directement les autorités, le gouvernement, qui seraient dans l'incapacité d'appliquer les politiques qu'il faut, les politiques nationales de la jeunesse. Pour lui, c'est un cri d'alerte au lancinant problème du chômage. C'est un constat. Vous savez, les événements que nous avons connus pendant la CAN sont interprétés de diverses manières. Et donc, je ne peux pas, moi, discuter l'interprétation qu'en donnent certains acteurs. Il y a lui, par contre, il aborde la chose sous cet angle. Il estime que c'est le fait de la non-application de la politique nationale de la jeunesse. Bon, parler de non-application, c'est un peu exagéré, parce que s'il y a une politique nationale de la jeunesse, c'est qu'elle s'applique. Qu'elle soit moins appliquée, c'est une autre chose. Qu'elle connaisse le déficit dans son application, ou qu'elle ne soit pas appliquée au rythme où les jeunes le souhaitent, c'est une autre chose. Mais on ne peut pas parler d'une non-application de la politique, parce que la politique nationale de la jeunesse, faut-il encore que les jeunes aient eu le temps de la lire, de la connaître. Il y a 4 orientations principales. Déjà, la première orientation, c'est conduire la société politique, engager la société congolaise dans une culture de relève. Voilà, c'est une orientation de la politique nationale de la jeunesse. Je disais qu'il y en avait 4. Et dans cette première orientation, il y a pratiquement 7 axes dans l'éducation et la formation, dans la mise en œuvre d'une politique de solidarité et de dialogue intergénérationnel. Alors, on ne peut pas dire, par exemple, que s'agissant de l'éducation et de la formation, la politique nationale de la jeunesse n'est pas appliquée, puisque les jeunes sont souvent à l'école. Nous avons multiplié des années de l'éducation. Nous voyons bien que le Congo a le taux de scolarisation le plus élevé pratiquement en Afrique centrale, et cela depuis bien longtemps. Vous voyez, donc, dire que c'est la politique qui n'est pas appliquée, ça peut paraître exagéré. Alors, il y a une deuxième orientation, c'est par exemple assurer le développement du plein potentiel des jeunes, par un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place. Il y a une troisième orientation, par exemple, c'est l'accès à l'emploi et à l'amélioration des conditions professionnelles des jeunes. Ça, c'est les cadres qui sont dans le domaine du travail qui vont nous dire si leurs conditions de travail ne sont pas améliorées. Il y a une quatrième orientation qui est l'amour de la patrie. Et l'amour de la patrie et le développement des comportements de coopération au niveau des jeunes, de la valeur coopérative, de la vie associative. Voilà. Alors, monsieur le ministre, la politique nationale de la jeunesse sera certainement question dans cette émission par rapport aux questions des jeunes qui sont là. Nous avons sur notre plateau déjà Ismaël Ngaté. Il est étudiant, mais homme politique déjà, très jeune. Il évolue dans un parti politique, l'ARC. Alors, vous avez 2 questions en 4 minutes à poser au ministre. La première question. Oui, merci. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, mon cher ami. La jeunesse congolaise est confrontée à plusieurs problèmes, notamment sur le manque d'éducation qualifiante, le manque de centres de formation professionnelle, le manque d'emploi, et j'en passe. Alors, dans un ministère de la jeunesse qui est souvent vu, il faut le dire, qui est souvent vu en action que pendant les vacances pour organiser des colonies de vacances, chaque année, quelle politique mettrez-vous en place pour justement encadrer et conscientiser cette jeunesse-là qui va presque dans la perdition? Je sais que le gouvernement a mis en place une politique très ambitieuse en matière de formation qualifiante, en matière d'enseignement technique et professionnel. Les lycées qui existent, les centres d'enseignement technique qui existent, les centres de formation qui existent. Donc on ne peut pas dire que la politique n'existe pas. Et je m'adresse là à un acteur politique qui a un parti dont la mission première nécessairement est de concourir au suffrage demain. Donc quand votre parti arrivera aux affaires demain, il viendra constater que les fondements de l'éducation de la jeunesse, les fondements de la formation professionnelle de la jeunesse sont posés. Et c'est sur cette base que lorsque vous arrivez au pouvoir, vous poursuivrez le travail que le parti actuel a mis en place.
Deuxième question, vous êtes satisfait à la première, la réponse? Ça va un peu. Deuxième question, monsieur le ministre. En tant que jeune, je suis avec une attention particulière vos sorties médiatiques. Et tout récemment, le professeur Charles Zakari Bouao a écrit une lettre ouverte au président de la République, lui demandant de respecter l'ordre constitutionnel. Oui. Et j'aimerais savoir pourquoi avez-vous répondu à la lettre alors qu'elle ne vous était pas destinée. C'est une question, ça fait débat dans la cité. Oui, je sais que ça fait débat dans la cité. Le ministre de la Jeunesse a répondu à Charles Zakari Bouao. D'abord, vous avez dit que c'est une lettre ouverte. La lettre ouverte a un fondement littéraire. Voilà. C'est comme un ouvrage. C'est comme si vous publiez un livre, vous l'adressez à tout le monde, et n'importe qui peut aussi, par le même procédé, publier un livre en réponse aux propos que vous avez développés dans votre ouvrage, dans votre livre. Voilà. Et la lettre ouverte a sensiblement les mêmes fonctions. La lettre ouverte a un destinataire fictif, si vous voulez. On prétend s'adresser à une personne dénommée, mais au fond, on s'adresse à un public plus large, dans l'intérêt de susciter l'adhésion de ce public aux idées qu'on développe dans la lettre ouverte. C'est d'abord à ce premier titre que moi, j'ai réagi. Si monsieur le ministre Bouao ne voulait pas que sa lettre intéresse toutes les autres personnes, il ne l'aurait pas ouverte. Il aurait fait une lettre au président de la République. Il a déposé dans les canaux que nous connaissons. Au second titre, cette lettre ouverte aborde un certain nombre d'aspects. Mais vous voyez que moi, je ne suis intervenu que sur un seul. Là où il a dit la révision ou le changement de la Constitution n'avait aucun fondement juridique. Lisez le décret qui détermine l'organisation et le fonctionnement du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. La promotion, l'explication des lois et règlements de la République relève du ministère en charge de l'Éducation civique. Dû-vous le savoir. Et quand on parle, par exemple, de la Constitution, il s'agit d'une loi. C'est la loi fondamentale. C'est la loi des lois. Donc, la sensibilisation sur la Constitution, comme sur toutes les autres lois, la promotion, ça relève du civisme, c'est de l'éducation civique. Je me devais, à ce titre-là, d'intervenir pour expliquer non. Vous avez une préoccupation? Oui, je voulais, en tant que ministre de la Jeunesse, vous avez sous tutelle 70% des Congolais. Alors, que leur dites-vous à propos de la Constitution? Quelle sera la place de la jeunesse? Vous êtes en face des jeunes aujourd'hui. Il y a un débat sur le changement ou non de la Constitution. Vous êtes leur guide en quelque sorte. Que dites-vous à ces jeunes-là? Il faut opter pour le changement ou non? Ah non, ce n'est pas ce que moi, le ministre de la Jeunesse, je dois dire à ma jeunesse. La jeunesse, elle est plurielle. J'ai plutôt créé des conditions d'une autonomie de la pensée, d'une liberté d'opinion. Et c'est à cela que j'invite mes jeunes. J'ai déjà eu l'occasion de le leur dire à toutes les tribunes, de respecter les points de vue des uns et des autres. Ce que j'attends simplement des jeunes, que leurs points de vue soient des points de vue rigoureux, bien argumentés, qu'ils n'agissent pas suivant des passions primitives. Un argumentaire politique, juridique, social, philosophique, solide, qui peut les amener à dire, à défendre sur un plateau de télévision, devant leurs interlocuteurs, au Congo comme partout ailleurs. Voilà, on va prendre Jonaeus Lumire. Vous venez de terminer à l'école, vous avez fait tourisme et hôtellerie. Vous êtes en ce moment au chômage, si on peut le dire, vous êtes en face du ministre. Quelles sont vos préoccupations? Excellence, Monsieur le ministre, les problèmes de la jeunesse sont nombreux. Parmi tant d'autres, le chômage. Le président de la République a promis 40 000 emplois pour les jeunes. Mais l'impression que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on ne fait que recruter les militaires, les policiers, les gens... Encore un recrutement en cours à l'armée, oui. Est-ce que existe-t-il des méthodes que vous, en tant que ministre de la Jeunesse, que vous avez pensé à mettre en place, ou que vous avez mis en place, pour encadrer vos jeunes, afin qu'à la fin de leur formation, qu'ils puissent directement attraper le travail? Si je n'exagère pas, Monsieur le ministre, tout jeune Congolais sait aujourd'hui son sort. Après les études, c'est le chômage.
Est-ce qu'au lieu de continuer à recruter, c'est vrai qu'à l'armée, ce n'est pas seulement les vieux qui y vont. Ce n'est pas les vieux qui y vont voilà, déjà. Donc c'est de l'emploi aussi. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas penser à ceux qui sortent de l'école en dehors de l'armée? La politique de l'emploi, non. La politique de l'emploi est multidimensionnelle. Vous ne pouvez pas exclure les recrutements à l'armée, à la police, à la gendarmerie de la politique nationale de l'emploi, prônée par le président de la République, parce que c'est des emplois. Et comme vous le savez, dans notre pays, le seul grand recruteur, et pendant des années, c'était l'État. C'est la fonction publique, c'est tous les corps de l'État. L'armée, l'enseignement, la police, la gendarmerie, la santé, et ainsi de suite. C'était le grand pourvoyeur des emplois. Il n'y a pas longtemps que nous nous sommes engagés dans une politique de diversification de l'économie qui peut nous permettre désormais de recruter massivement en dehors du secteur étatique. Donc, ce que vous voyez déjà à ce niveau, c'est important. Et au niveau de la fonction publique aussi, se font des recrutements. Ils ne sont pas perceptibles parce que nous recrutons les générations qui sont restées à la maison depuis la fin de leurs études, et ce, depuis les années 86. Je peux plutôt depuis les années 96, 97, 2000. Vous voyez, donc c'est toutes ces générations qui sont restées longtemps après leurs études à la maison, qui sont au fur et à mesure recrutés, suivant des quotas bien définis. Et c'est pour cette raison que les jeunes qui sortent récemment, qui sortent fraîchement des études, ont l'impression qu'il n'y a pas de recrutement parce que tous les quotas sont destinés à ceux qui avaient fini leurs études plus tôt. Maintenant, quelles sont les politiques mises en place? Eh bien, c'est celles que l'État est en train de mettre en place. Le gouvernement a pensé que pour régler le problème de l'emploi, il nous fallait diversifier notre économie en s'engageant dans une politique d'industrialisation de la société, de l'économie. On part du principe, lorsque on va créer plusieurs usines, on va industrialiser notre économie, au lieu d'exporter nos ressources naturelles à l'état brut, comme ça se faisait jusque-là, on va transformer ces ressources sur place. Il y aura beaucoup d'usines, donc beaucoup d'entreprises vont être créées. À partir de ce moment, des jeunes auront accès à l'emploi. Il faut aussi partir du principe que les choix d'éducation que nous avons mis en place par le passé ne permettaient pas aux jeunes d'avoir un emploi proportionnellement ou par rapport à la formation qui a été la sienne. Donc on est en train également de repenser une politique d'adéquation de la formation à l'emploi. De sorte que, puisque comme vous le remarquerez, les entreprises qui sont créées aujourd'hui, les entreprises qui existent à Brazzaville, à Pointe-Noire ou à l'intérieur du pays, ne trouvent pas sur le marché les cadres dont les qualifications correspondent aux besoins que ces entreprises expriment. Parce qu'il y a eu un fossé, une inadéquation entre la formation et l'emploi. Et une politique est en train d'être mise en place pour créer cette adéquation. L'autre mécanisme mis en place par le gouvernement, c'est de stimuler l'initiative privée, l'entreprise privée. Parce que c'est le privé qui crée des emplois. L'État ne doit pas continuer à être le seul pourvoyeur. Il faut donc créer des conditions d'une éclosion de l'entreprise privée. Et c'est pourquoi vous voyez, par exemple, 2015, année de l'entreprise. C'est pourquoi vous voyez l'amélioration du climat des affaires pour permettre aux nationaux, aux étrangers, de créer leurs entreprises. Et quand ils vont créer leurs entreprises privées, ils auront besoin de travailleurs. Et ces travailleurs, c'est bien fait. Monsieur le ministre, et une dernière politique en urgence, c'est la promotion de l'auto-emploi. Amener les jeunes à ne plus être seulement demandeurs d'emploi, mais à être créateurs de leur propre emploi. Et ça, c'est une politique mise en place dans tous les pays. Parce que la avec l'appui du gouvernement? Avec l'appui du gouvernement. Il y a aussi des mécanismes qui existent pour accompagner les jeunes. Un fonds de soutien à l'entrepreneuriat juvénile. Vous avez suivi, par exemple, il y a quelques semaines, je crois que c'était la semaine dernière, le lancement du projet de développement des compétences et de l'employabilité des jeunes. Vous me parlez d'un article ce matin. Le jeune qui vient de publier son article dans la semaine en a parlé, reprochait même au ministère de la Jeunesse de ne pas suffisamment communiquer sur ça. Eh bien si, nous communiquons. Nous avons même communiqué sur ça en août devant la jeunesse africaine qui a été reçue par le président de la République dans un échange intergénérationnel à Washington. Nous avons communiqué cela, nous avons porté ça dans le message
que nous avons adressé à la jeunesse à la faveur de la Journée nationale de la jeunesse le 28 février. Nous avons donné la même information à Pointe-Noire lorsque nous avons signé le protocole d'accord avec l'association Pointe-Noire Industrie pour la mise en œuvre du fonds d'appui à la jeunesse. Voyez-vous? Donc, le ministère communique sur ces dispositifs. Et ce fameux projet qui est financé en partie par le gouvernement congolais, qui a mis 22 millions de dollars, et par le gouvernement, et plutôt par la Banque mondiale, qui a mis 10 millions de dollars. Donc, c'est pratiquement 16 milliards de francs CFA qui sont mis en jeu pour le développement de ce projet. PDCE, projet pour le développement des compétences et de l'employabilité des jeunes, avec pour mission de former près de 16 000 jeunes dans des métiers qui puissent leur permettre d'accéder demain à l'emploi et de financer 1000 primo-entrepreneurs, donc des jeunes qui veulent créer eux-mêmes leurs emplois. Vous voyez, donc c'est des dispositifs qui existent au niveau national. Est-ce que vous êtes satisfait de la première question, la réponse donnée par le ministre? Pour aujourd'hui, ça peut aller. Okay. Ben, Donc, on connaît toujours notre sort. Il faut une très longue période de chômage. Oh. Il faut une très longue période de chômage si vous n'intégrez pas le fait que vous pouvez être vous-même créateur de votre emploi. Vous avez travaillé, vous êtes sorti d'une école de tourisme, j'apprends. Eh bien oui, une école de tourisme, on peut créer des conditions pour développer son propre emploi. Au lieu d'être seulement demandeur d'emploi, mais vous pouvez être producteur d'emploi. Au lieu de travailler pour autrui, vous pouvez travailler pour vous-même. C'est ça aussi l'éducation que nous devons donner aux jeunes. On ne va pas continuer à vous laisser travailler pour autrui, être derrière d'autres personnes. Vous pouvez aussi avoir des possibilités pour que des gens... Sortir de l'école pour attendre la fonction publique, voilà. ça Les devait... fonds Voilà. de départ. Voilà. Le fonds Deuxième départ, question. on y arrivera. Oui, je disais que vous êtes aussi ministre de l'Éducation civique. Votre action dans ce domaine concerne seulement les jeunes ou encore tous les citoyens du pays? Tous les citoyens. Et donc, les responsables différents organes à tous les du niveaux. pays. Le constat, il n'y a pas que les jeunes qui... Nous constatons que les comportements déviants dans ce pays sont l'œuvre des jeunes, mais aussi des vieux. Observé, voilà. Sont l'œuvre des jeunes, mais aussi des vieux. Lui, il a dit tout à l'heure, il m'a rappelé les statistiques. Combien de jeunes? 70%. Alors, laissez-moi déjà commencer à travailler sur les 70%. Quand j'aurais réussi à travailler sur les 70%, j'aurais au moins fondamentalement réduit le niveau de déviance. Est-ce que c'est clair? Voilà. Et les 70%, c'est la relève demain. Donc, quand on éduque, on travaille pour le futur. À un moment donné, je ne dis pas qu'il faut se désintéresser des autres. Je ne dis pas qu'il faut laisser les autres continuer leur désordre. Mais si je peux déjà réussir à travailler, à faire changer les mentalités à 70% des Congolais, on parlera de moins en moins de l'incivisme. Monsieur le ministre, est-ce qu'il vous arrive aussi de rappeler à vos collègues, à ce vieux comme dit ce jeune, les règles civiques, par exemple, ne pas détourner l'argent de l'État, les biens de l'État, respecter beaucoup de choses? Est-ce que vous dites parfois à vos collègues... Mon chef de parti tout à l'heure disait, on ne vous voit que pendant les colonies de vacances. Mais vous voyez, les jeunes pendant les colonies de vacances, ils adoptent un certain comportement. Et on leur donne un code de bonne conduite où il est décrit tous les comportements qu'on attend des citoyens. Mais je peux vous dire que ce sont ces jeunes qui forment leurs parents. Parce que quand ils arrivent avec leur code de bonne conduite, toutes les fois que papa ou maman pose un acte incivique, le jeune lui sort le code. Il dit non mais papa, c'est pas normal ce que tu as fait. Voilà le code de bonne conduite. Vous voyez? Donc, à rebours-poil, on arrive aussi à faire porter la même information aux aînés. Mais tout comme nous multiplions des rencontres citoyennes avec les agents de l'État, nous écrivons aux administrations, nous interpellons les autorités aussi sur un certain nombre de comportements. Voilà. Donc on va prendre deux autres jeunes, et Batek Claise, qui revient de la RDC, vice-président même des étudiants congolais en RDC, c'est ça Claise? Oui, c'est ça. Et à Percy Moukolo, étudiant en deuxième année à la faculté de droit. Oui. Ok, vous êtes en face du ministre. On va commencer par Claise, qui revient de la RDC, suite à l'opération Batabakolo. Quelles sont vos préoccupations? Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, mon cher ami. Le lancement à Brazzaville en avril 2014 de l'opération Batabakolo, notamment a eu pour conséquence l'expulsion des étudiants congolais en RDC. En tant que ministre de la Jeunesse, quelles sont les analyses que vous faites de ce sujet? Parce que les jeunes étudiants, pour la plupart, sont encore ici, ils ne sont pas repartis. Ceux qui sont repartis ont des soutiens de leurs parents ou des parents d'accueil, des familles d'accueil.
Donc la question, si je comprends bien, c'est vous demandez au ministre quelle lecture fait-il de cette situation, les jeunes. Bon, mais nous avons tous Est-ce que ça vous préoccupe, hein? Bien sûr que ça nous préoccupe, c'est d'autant plus que pendant le feu de l'action, j'avais reçu l'ambassadeur de la RD Congo à Brazzaville, ouais. Voilà. Et nous avons échangé sur cette question et nous avons mis ensemble les conseils nationaux de jeunesse du Congo et de la RDC pour essayer de gérer ce flux d'étudiants qui partaient tant d'ici pour la RDC que de la RDC pour ici. Donc, vous comprenez que ça nous a préoccupés et nous avons instruit le Conseil national de la jeunesse de rencontrer les jeunes qui étaient arrivés et ils avaient déposé leur cahier de charge au ministère. Nous l'avons transmis encore une fois avec la participation du Conseil national de la jeunesse au ministère en charge de l'enseignement supérieur pour regarder à ce niveau ce qui pouvait être fait. Et bien entendu, tant que les questions n'étaient pas encore réglées au plan diplomatique, au plan sécuritaire, disons au plan national, on ne pouvait pas se permettre de renvoyer des jeunes en République démocratique du Congo. Donc ça a pris beaucoup de temps et il y a des jeunes qui ne voulaient pas d'ailleurs repartir et qui ont demandé à être inscrits dans les établissements de notre pays, ce qui a été fait. Le ministre de l'Enseignement supérieur, vous savez que l'université est autonome, et toutes les universités d'ailleurs, donc on ne peut pas, sur titre comme ça, affecter des étudiants qui sont rentrés directement dans les universités. Et le ministre de l'Enseignement supérieur a écrit aux différents établissements universitaires. Il y en a qui avaient répondu, notamment l'ISG, qui a même pris un certain nombre d'étudiants sur titre, parce que en réalité, c'est des établissements où on accède par concours. Voilà, notre jeune, par exemple, est... 7e année de médecine. 7e année de médecine, bon voilà. Donc, la faculté de médecine ne prendrait pas facilement comme ça des jeunes qui sont venus en médecine, alors que pour aller à la faculté de médecine, c'est un concours. Et notre jeune le sait. Donc, il y a toutes ces questions qui devraient être examinées. Et je crois que le ministre de l'Enseignement supérieur continue à travailler avec les établissements pour savoir quelle solution adopter. Et le jeune arrive, par exemple, il est en 7e année de médecine. Il faut encore travailler sur les équivalences. La 7e année de médecine là-bas, sur quelle spécialité, par exemple, c'est des domaines dont je ne maîtrise pas très bien, mais nous pensons que les dossiers sont en train d'être examinés par les responsables des établissements universitaires pour voir quelles sont les solutions qu'on peut donner au cas par cas. Il faut rappeler que vous avez déjà 2 ans comme ça. 2 années académiques blanches. Est-ce que l'État congolais pense à ça parce que 2 ans d'année académique blanche, les jeunes ont perdu carrément de l'espoir. Donc on ne sait plus où aller. Nous sommes seulement à la maison, il n'y a pas un communiqué officiel de l'État. De la part du gouvernement. Il y a eu plein de conseils de ministres. Il n'y a pas une suite. Le sujet n'a pas été abordé. À partir du moment où le dossier est géré au niveau des établissements universitaires, on attend tant qu'on n'aura pas le retour de ce que les établissements universitaires auront décidé pour savoir combien on a casé, combien ne sont pas encore casés. Nous ne pensons pas que le dossier ne va pas arriver comme ça. Il n'y a pas un rapport. Même vous-même, vous n'êtes pas organisé autrement. Vous n'êtes pas capable de me dire aujourd'hui combien de vos condisciples, combien de vos collègues sont pris dans tel établissement et quels sont ceux qui sont encore à la maison. Donc nous attendons encore à ce moment. Mais nous savons que vous travaillez avec le Conseil national de la jeunesse. Nous attendons le rapport que nous sera fait par le Conseil national de la jeunesse. Claise, la seconde question. Mais nous partageons votre peine, hein, soyez rassurés. La seconde question. Je pense que son Excellence a pu... A répondu même pratiquement dans l'ensemble des pour éviter les redondances. Ok, d'accord. Merci beaucoup. On va prendre Percy Moukolo. Vous êtes étudiant faculté des droits. Deuxième année. Quelles sont vos préoccupations, le ministre en face de vous? Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, bonsoir. Je vois que je suis en face de moi un universitaire. C'est gentil. Cher collègue juriste, voilà, j'ai un collègue juriste en face de moi. Oui. Monsieur le ministre, ça fait déjà plus de 2 ans qu'on a introduit le système LMD à l'université Marin-Wabi et je parle ici de la faculté de droit. Et ce sujet, disons, le système LMD fait débat au niveau de notre faculté. Surtout son application. Hein. Surtout sur son application, bien sûr. Et à ce que je sache, le système LMD fonctionne en 2 semestres. Donc nous avons 6 mois au premier semestre et 6 mois l'autre semestre, ce qui revient à dire que c'est 12 mois de cours. Mais en sus de cela,
nous remarquons que ce n'est pas ce qui se fait en pratique. Sur le terrain, oui. Voilà, ce n'est pas ce qui se fait sur le terrain. Vous faites un mois de cours, après un mois, vous venez pour passer les sessions. Quels sont les mécanismes? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment un véritable problème à ce niveau? Est-ce que le Congo n'a pas du mal à appliquer le système LMD? Bon, comme tout système qui démarre, il n'est pas déjà facile. Déjà, le système LMD lui-même n'est pas facile. Il faut reconnaître que lorsque les États de la CEMAC se sont engagés dans ce système, on savait bien que ça ne serait pas facile. Mais comme il fallait nous arrimer au système presque international, nous avons pris la décision, la volonté politique de nous y engager. Et la deuxième chose qu'il faut comprendre au plan pédagogique, c'est que ce n'est pas forcément en termes de mois, c'est en termes de volume horaire. Voilà, on a aussi tendance à penser, bon, parce que c'est 6 mois, ainsi de suite. Quel est le volume horaire qui est appliqué pour dispenser l'enseignement ou l'unité de valeur qui est prévue? C'est 50 heures. Voilà, c'est 50 heures. Et donc, les 50 heures, vous êtes sûr qu'elles ne sont pas respectées? Voilà, donc la chose est à prendre sous cette forme. Parfois, même pour 3 mois de cours, les cours sont donnés de façon accélérée, de telle sorte que l'enseignant puisse épuiser son volume horaire. Voilà, donc il n'y aura pas un impact sur l'apprentissage, voilà. Non, je ne pense pas. La seule difficulté que nous pouvons encore avoir, c'est au niveau de la pratique peut-être. Mais dans le cadre de cours magistral, les étudiants savent qu'ils bénéficient de leurs enseignements théoriques et à ce niveau, le problème ne se pose pas forcément. Excusez-moi, monsieur le ministre, mais il arrive parfois qu'on n'achève pas le programme. Vous êtes obligé de passer aussi. C'est en termes d'unité d'enseignement. En termes d'unité d'enseignement, le mécanisme d'évaluation du système LMD paraît assez complexe et ça peut dépasser le cadre de notre échange aujourd'hui. Parce que les jeunes ont parfois, c'est un peu stéréotypé, mais lorsque nous les évaluons, on n'évalue pas forcément en fonction du volume, enfin il y a le volume horaire, ainsi de suite, en fonction du cours, en termes quantitatifs, mais en termes d'unité d'enseignement, des notions dispensées. Et vous devez le savoir, que la particularité du système LMD, l'étudiant est au centre de sa formation. Ce n'est plus tant le professeur simplement. Le professeur vous donne l'orientation et le reste, c'est votre recherche. Donc, ne voyez pas la chose en termes du volume du document qui a été mis à votre disposition, de la quantité des connaissances ou du cours qui vous a été donné. Mais c'est des conditions qui ont été créées pour vous permettre de vous placer au centre de votre formation. C'est cela la particularité du système LMD. Oui, monsieur le ministre, mais quand nous prenons les cours, la théorie est souvent suivie de la pratique. Mais sauf que c'est la partie pratique qui n'est pas sur ce point, je suis d'accord avec vous. Il n'y a pas des ordinateurs à l'université Marine-Wabi. Les TD, nous ne les faisons pas, Non, il ne faut pas dire que vous ne les faites pas, vous n'en faites peut-être pas assez. Non, mais les TD se font. Les TD se font. Moi, je n'ai pas de cours à TD, mais je vois des collègues qui ont des cours à TD et qui font faire des TD. Donc, faut pas dire en fait, nous savons que... Je suis d'accord avec vous que la mise en œuvre du système LMD dans cette phase de début pose encore beaucoup de problèmes. Et ça, le gouvernement en est conscient, l'université en est consciente, mais il nous faut démarrer. Le plus long voyage commence par le premier pas. Le professeur Théophile Obenga aussi parlait dernièrement du recyclage des enseignants. Nous avons le problème d'enseignants parce qu'il faut des enseignants de rang magistral. Nous n'en avons pas beaucoup, on n'a pas assez de professeurs, mais il nous fallait commencer. Et je crois qu'il y a certaines facultés, comme la faculté de droit, où nous n'en avions pas beaucoup. Il y a un programme de recyclage, comme l'a dit le professeur Théophile Obenga, comme vous le rappelez. Il y a un programme de recyclage et il y a une volonté politique qui existe pour améliorer au fur et à mesure le système. Voilà. Percy, une autre question? Je pense que... la toute dernière, il s'agit ici de la vente des boissons alcoolisées au sein des établissements universitaires. J'aimerais bien savoir, monsieur le ministre, nous aimerions plutôt bien savoir, par le biais de ma voix, est-ce qu'il y a une loi qui stipule, enfin qui permet la vente des boissons alcoolisées au sein des établissements universitaires? Nous avons vu des jeunes étudiants prendre l'alcool pendant les cours. Dans ma faculté, enfin là où... Ils peuvent déjà s'abstenir, les jeunes, en attendant le texte. Il n'y a aucun texte qui autorise. Aucun texte n'autorise. Bon, maintenant, vous avez des associations des étudiants. Vous avez des délégués de classe. Vous avez des chefs de classe. Vous êtes organisés. Vous avez un Conseil national de la jeunesse qui a certainement mis en place des structures au niveau sectoriel. Mais c'est vous, chers jeunes. C'est vous qui devez vous organiser. Savez-vous comment on est arrivé, par exemple, à imposer la tenue scolaire par le passé dans les établissements? Mais ce sont les jeunes qui ont pris à bras le corps ce problème.
Ce sont les jeunes qui s'étaient rendus compte qu'il y en a qui venaient à l'école faire l'étalage de leurs richesses, venaient dans des tenues indécentes. Et ils ont élaboré un rapport, ils ont monté un dossier qu'ils ont transmis au pouvoir public, ce qui a amené les pouvoirs publics à instituer la tenue scolaire pour ceux qui ne savent pas ici aujourd'hui. Voilà, donc par le passé, nous aussi, lorsque nous fûmes jeunes, nous créions des conditions pour discuter avec les pouvoirs publics sur la base des dossiers complets, sur la base des dossiers bien élaborés. C'est à cela que je vous forme. Il ne s'agit pas simplement de se plaindre. Déjà, vous-même, vous trouvez anormal que les boissons alcoolisées sont vendues dans les enceintes universitaires. Alors, il ne s'agit pas de passer le temps dans les plaintes, dans les lamentations, dans les revendications. Il s'agit d'agir. Comment on peut agir? Vous participez au conseil d'établissement. Vous participez au conseil de gestion de l'université. Vos délégués y sont. Mais ces problèmes doivent être posés. Mais on ne les pose pas seulement verbalement. On les pose sur la base d'un dossier bien mené, avec les incidences, l'état du problème, les conséquences, les effets sur la formation, les effets sur la société. Quand vous présentez, c'est ainsi qu'on attire l'attention des pouvoirs publics pour qu'une solution soit trouvée au problème que vous avez identifié. Donc la responsabilité est partagée. Elle vous incombe au premier chef, vous qui vivez ces problèmes-là au quotidien. Voilà, nous allons prendre des autres jeunes. Merci à Percy Mukolo et merci à Claise Ebata. J'aimerais remettre tous les dossiers, les rapports, y compris la liste de tous les étudiants auprès du ministre. La liste des étudiants congolais voulons RDC. Que le gouvernement suit. Okay, que le gouvernement suit. Voilà, ce que le ministre venait de dire tout à l'heure, donc tout le document est là. Claise Ebata qui est vice-président. Par établissement bien classé, par niveau d'études. D'accord. Ben voilà, on va convoquer une réunion avec vous qui suivez le dossier, qui êtes le membre du bureau de l'association et le Conseil national de la jeunesse pour faire l'évaluation de ce qui a été fait et de ce qui reste à faire. Merci beaucoup Claise. Merci Claise. Après Claise Ebata et Percy Mukolo, nous avons sur ce plateau Monsieur le ministre, deux autres étudiants, cette fois-ci c'est des dames qui sont en face de vous, Aniel Diba, étudiante, et l'autre c'est Mifa Eto, elle est étudiante en Afrique du Sud. Vous étudiez en Afrique du Sud? Oui. D'accord. Quelles sont vos questions? Le ministre est en face de vous. Bonsoir Monsieur le ministre. Bonsoir. En tant qu'étudiante à l'étranger, je représente quand même la diaspora ici aujourd'hui. Nous aimerions savoir, aujourd'hui il y a un débat sur la Constitution. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi actuellement? Pourquoi pas avant? Avant ou après, hein, parce qu'en 2016, c'est les élections. Oui, justement, nous sommes en 2015, à peine à la veille. Elles sont à l'extérieur, elles s'étonnent certainement, elles se posent des questions, mais pourquoi le débat a commencé la veille? Voilà. Vous savez, ça montre que le Congolais est un peuple déjà très politisé. Vous voyez, je prends un exemple, sans peut-être déranger ma jeune compatriote. Elle est en face du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Elle est étudiante. La première préoccupation qu'elle a, c'est sur le débat sur la Constitution. Alors que je pensais qu'elle pouvait beaucoup plus s'intéresser à leurs conditions de vie à l'étranger. Vous voyez? Et donc la réponse est à trouver dans ce que vous ressentez vous-même. De la même manière que vous êtes préoccupé par la question sur la Constitution, de la même manière, tous les Congolais s'en sont sentis préoccupés. Et c'est pour cette raison que le débat a lieu. Parce que les Congolais, par eux-mêmes, certainement dans leur volonté de réformer les institutions, certainement dans leur volonté d'accéder aux affaires, d'être au pouvoir, d'accéder aux affaires, de gérer la chose publique, ou de continuer à gérer, ou de remplacer ceux qui gèrent, par eux-mêmes, comme par hasard, ils se sont intéressés à cette problématique. Ce n'est donc pas au ministre d'y répondre. C'est les Congolais, comme vous, qui avez mis de côté les préoccupations qui concernent votre formation, vos conditions d'études, la politique du gouvernement en faveur des jeunes de la diaspora. Vous avez préféré vous préoccuper à cette question. Permettez-moi, Monsieur le ministre, si je m'en préoccupe parce que je suis une jeune étudiante, vous êtes le ministre de la Jeunesse. Voilà. Donc, je peux, oui, certes, c'est vrai, je peux probablement me pencher sur les conditions de vie des étudiants en Afrique du Sud, par exemple. Oui. Ben, je pense que je n'ai pas à me plaindre dessus. Très bien, merci beaucoup. Je n'ai pas à me plaindre. Grâce au Congo? Certainement ah oui, pas. Bien sûr. Parce que aujourd'hui, les étudiants, même pas les étudiants, mais les jeunes Congolais à l'étranger ont une mauvaise image du pays. Parce qu'ils ne voient le pays que sous le prisme de ce qui leur est donné dans les réseaux sociaux.
Voilà. Et c'est parce qu'ils ont un déficit de patriotisme. Monsieur le ministre, peut-être il faut poser la question à Ito. Est-ce que quand vous êtes arrivé, est-ce que c'est la même réalité? Est-ce que ce que vous entendez à l'extérieur, est-ce que vous avez vu sur le terrain, c'est la même chose? Je dirais, non, mais je dirais 50-50. 50-50. C'est-à-dire... Ils ont un peu raison, un peu tort. Oui. Voilà. Or, là-bas, ils ont totalement déformé la réalité. Pour eux, tout est noir là-bas, c'est le cramoisi, il n'y a rien à y tirer. Or, vous êtes venu constater quand même que ce n'est pas aussi sombre, aussi apocalyptique qu'on présente le Congo à l'étranger. Il y a beaucoup de problèmes que les jeunes Congolais de la diaspora posent. Oui, voilà. Donc, je constate que ce n'est pas vraiment dans mes préoccupations d'abord. Alors revenons sur la problématique qui vous intéresse. Oui. Alors, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure. Vous savez, comment ce problème est-il né? Nous avons adopté une constitution en 2002. Il faut donc le dire à nos compatriotes à l'étranger. Une constitution, elle s'adapte au contexte politique, social, économique de chaque société. Nous avions une constitution depuis 1960. Jusqu'à maintenant, il y a plusieurs constitutions. À chaque étape, on se dit, on n'avait pas tenu compte de tels paramètres. On intègre le paramètre, on révise, on change de constitution. À chaque étape, on n'avait pas tenu compte de tels paramètres, et ainsi de suite. Et nous arrivons aujourd'hui, on se dit, nous avons une constitution qu'on a adoptée en 2002. Elle a fait près de 12 ans, aujourd'hui, ou 13 ans que cette constitution est en vigueur. Je sais. Bientôt, elle aura 14 ans. Quand je demande pourquoi, juste pourquoi, je sais, j'ai même lu dans un journal que nous avons... Bon, le ministre essaie de vous expliquer. Non, mais pourquoi je veux demander pourquoi, juste pourquoi maintenant? Pourquoi quand alors? Pourquoi 2015? Pourquoi en 2015, à la veille des élections présidentielles en 2016? Oui, en 2016. Pourquoi? Parce que nous, on aimerait, parce que d'après les rumeurs qui courent dans les rues, parce qu'on n'aimerait pas, nous, les jeunes Congolais, par exemple, ici, je suis en vacances, je vais repartir demain. J'aimerais pas que ce problème-là ou ce débat-là attise d'autres problèmes et que nous pourrions plus revenir chez nous. Donc voilà pourquoi je demande pourquoi pas en 2010, pourquoi pas en 2011, pourquoi juste à la veille. Quelle que soit l'année qu'on aurait retenue, cette question devrait toujours se poser. Pourquoi maintenant? Même si on l'avait fait en 2010, on devait dire pourquoi on le fait maintenant? Même si on le fait en 2016, il y en a qui diront pourquoi vous allez le faire maintenant? Donc il y a toujours une année pour aborder des questions de société, pour reformer ces institutions. On peut dire, comme ceux qui ont développé cet argument vous le disent, ils disent nous sortions de guerre, on a adopté une constitution avec un régime présidentiel, par exemple, pour ceux qui maîtrisent bien ces phénomènes, et plutôt ces concepts, le régime présidentiel qui permet une séparation stricte des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire, et qui donne beaucoup de pouvoir à l'exécutif, donc au président de la République par exemple. On peut dire, nous ne voulons plus continuer avec ce régime. On veut par exemple choisir un régime semi-présidentiel ou un régime Monsieur le ministre, si oui. nous avons aussi compris Mifa Ito, on va s'arrêter là avec sa question. Est-ce que changement de constitution est synonyme de trouble, de guerre dans un pays? Quand la question est mal gérée, quand la réflexion est mal menée, parce que déjà, on a une erreur sur la façon de poser le problème. On dit par exemple que changer la constitution aujourd'hui va permettre au président de la République actuelle, dont le mandat est arrivé à son terme, au terme de la Constitution, il n'a pas le droit de briguer plus de 2 mandats. On dit, si nous changeons la Constitution, ça va donner la possibilité au président de la République de se représenter. C'est par exemple un argument. Et ça va faire que ceux qui ne veulent plus voir le président de la République briguer un nouveau mandat vont réagir et ne vont pas permettre qu'on arrive au changement de la Constitution. Ils vont réagir de quelle manière? Ils vont agiter le peuple. Ils vont créer des troubles, ils vont ériger des barricades, ils vont créer des soulèvements populaires pour que, à tout prix, on ne puisse pas arriver au changement. Mais il s'agit d'une catégorie de personnes qui ne voudraient pas, qui pensent que ça peut servir au président et ne voudraient pas voir le président se représenter. Or, pour nos compatriotes, quand on ne veut pas arriver à un changement de la Constitution, ce n'est pas par les troubles que ça se fait. On mobilise son peuple, on mobilise ses citoyens,
on leur dit, vous là, si vous allez voter pour le changement de la Constitution, le président Sassou va rester président tout le temps et même vous les jeunes, vous ne connaîtrez pas un autre président. Ce qu'on vous conseille, c'est que lorsqu'on va vous appeler au référendum, parce que c'est le peuple qui décide, allez là-bas, dites non. Quand vous serez nombreux à voter non au changement de la Constitution, est-ce que la Constitution va être changée? Non. Est-ce que le président Sassou, si tant est que c'est à cause de lui, est-ce qu'il va encore se représenter? Non. Donc, on peut arriver à trancher ce problème sans qu'il y ait des troubles. Il faut simplement donner la possibilité aux citoyens, aux jeunes que vous êtes, leur donner la possibilité d'exprimer leur volonté. Et on exprime cette volonté par les suffrages, par le référendum. Est-ce que ça plaît? Ok, nous allons prendre Aniel Diba, parce que nous sommes derrière le temps. Aniel Diba, vos préoccupations? Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Pour commencer, je suis étudiante à la faculté des lettres et des sciences humaines, en année de licence. À l'université Marien-Ngouabi. Oui. Donc, je représente les étudiants de l'université Marien-Ngouabi, particulièrement de la faculté des lettres. Voilà. Ma préoccupation est celle-ci, monsieur le ministre. En année de licence, l'université Marien-Ngouabi envoie les étudiants pour des stages dans les entreprises. S'il faut dire comme moi en communication, nous avons 3 options en année de licence, la documentation, le journalisme et la communication d'entreprise. Nous allons dans les entreprises avec une demande bien signée de l'université Marien-Ngouabi, mais les entreprises ne nous acceptent pas. Tandis que les étudiants de l'université Marien-Ngouabi veulent avoir une expérience professionnelle. En tant que ministre de la Jeunesse, monsieur, quelles solutions pouvez-vous avoir pour l'accueil des étudiants à l'université? Je suis très sensible à ça. C'est une question qui nous préoccupe. Ce d'autant plus que nous-mêmes, en tant que ministre de la Jeunesse, à part même les stages d'apprentissage comme ceux auxquels vous faites allusion, nous travaillons avec des entreprises pour essayer de remettre au goût du jour un dispositif qui nous a été profitable par le passé, les stages vacances. Voilà, pour permettre aux jeunes d'être reçus dans des entreprises, de connaître le monde de l'entreprise, mais aussi de gagner à la fin de leur stage une petite rémunération qui leur permettra de préparer leur année scolaire. Donc, c'est un dispositif que nous sommes en train de remettre en place aujourd'hui, mais nous avons des difficultés. Mais pourquoi on a des difficultés? Les difficultés sont de même nature que celles que vous évoquez. Savez-vous, chers jeunes, vous êtes de plus en plus nombreux et il y a de moins en moins d'entreprise. Donc, cette entreprise qui est déjà certainement pléthorique aura du mal à recevoir davantage de jeunes. Et c'est pour cette raison qu'on a des problèmes de ce genre. Mais on fera des efforts pour que les entreprises soient davantage accessibles. Deuxième question, pour tous les étudiants. Pour la deuxième question. C'est vrai que c'est dur, mais c'est une question structurelle. C'est le déficit des entreprises pour recevoir le nombre de jeunes de plus en plus nombreux. Voilà. Donc pour la deuxième question, nous sommes au mois de mars déjà, le mois dédié à la femme. Est-ce qu'il y a une communauté de suivi de l'éducation de la jeune fille congolaise par rapport à la montée des antivaleurs que nous vivons aujourd'hui? Monsieur le ministre, pour rappeler un fait, nous savons qu'au temps de Mono, il y a une politique comme ça sur l'éducation de la femme, mais aujourd'hui, apparemment, ça n'existe plus. Vous êtes sûr? Je sais qu'au niveau du ministère de la promotion de la femme et de l'intégration de la femme au développement, plusieurs mécanismes sont mis en œuvre, plusieurs programmes sont développés et plusieurs séminaires ont lieu sur effectivement l'éducation de la femme, sur l'incitation de la femme à la participation dans la vie publique, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui se font. Et nous-mêmes développons ces petits programmes au niveau des maisons de la jeunesse et de la citoyenneté. Donc, je n'en dirai pas davantage, mais je peux vous dire qu'il y a des politiques comme ça qui sont menées. Et ce qui devait vous réjouir, c'est que, comme vous le savez, l'égalité, la forte proportion des jeunes filles dans les études, depuis l'école primaire au collège, c'est vrai qu'il y a une relative réduction du niveau des jeunes filles à partir du lycée, mais nous sentons quand même une forte population des jeunes. Et je peux vous dire qu'ils sont aussi intelligents, sinon parfois plus intelligents que les jeunes garçons. Voilà, merci bien Aniel Diba, Mifaeto, et bon voyage. Merci beaucoup. Bon voyage. Voilà. Et puis allez dire à nos compatriotes là-bas que ça se gère dans la paix, dans la quiétude, conformément aux règles de la démocratie. Ok. Merci.
Deux autres jeunes nous ont rejoints sur ce plateau, Monsieur le ministre. C'est Anthony Niati Mwamba, c'est un architecte, un jeune entrepreneur. Et Abraham A5, vous comprenez A5, un rappeur, un musicien rappeur. Il fait de la R&B, du hip-hop. Alors, Monsieur le ministre, nous allons commencer par Niati Mwamba. Vous êtes en face du ministre. Quelles sont vos préoccupations? Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Anthony Niati Mwamba. Je suis rentré au Congo en 2014 pour regarder un peu comment était, on va dire, le marché congolais. C'était où? Je vivais en France. Ouais. J'ai quitté le Congo, je suis rentré après 17 ans au Congo. Donc je veux dire que je ne connaissais pas le Congolais, comment il fonctionnait. Et j'ai dû me débrouiller moi-même. Parce qu'il n'y a quasiment aucune information qui passe sur l'aide à la diaspora pour venir s'établir ici au Congo-Brazzaville. Donc, vu qu'on a décrété que 2015 était l'année de l'entreprise, je voulais savoir qu'est-ce que le ministère fait pour les jeunes entrepreneurs congolais. Monsieur le ministre, il faut rappeler que le président, c'était en 2013, pardonnez-moi, avait demandé aux Congolais de la diaspora de rentrer au pays, surtout après les études, pour contribuer au développement du pays. Donc, il est l'un des Congolais de la diaspora qui est rentré. Alors, il faut poser. J'étais à cette réunion. Voilà, vous étiez à cette réunion. Et il a fait mieux, le président, à cette occasion. Vous savez que le président a nommé dans son cabinet un conseiller chargé des Congolais de la diaspora. Et donc, ce n'est pas les informations qui manquent, puisque je vois cette dame très active. Toutes les fois qu'elle est à l'étranger, elle rencontre les jeunes de la diaspora. Elle a aidé beaucoup de jeunes de la diaspora à se réinsérer ici. Il y en a qui ont fini leurs études, dont elle a accompagné de processus de recrutement même à l'université. Donc, je peux vous dire que c'est une dame très active. Le service du président de la République qui s'occupe des Congolais de l'étranger est un service très opérationnel, très actif. Et je peux vous dire que vous ne perdez pas en continuant à aller frapper à sa porte. Elle vous donnera les informations, les tuyaux nécessaires qui vous permettront de vous intégrer totalement dans la société de votre pays. Monsieur le ministre, deuxième question. Il n'est pas d'accord, il n'est pas convaincu. Je ne suis pas totalement convaincu. Je suis là. Tout simplement parce que je veux bien aller frapper à la porte de quelqu'un. De Madame Loritois. Conseiller du président de la diaspora. Oui. Mais avant d'aller frapper à la porte du conseiller du président de la diaspora, il faut avoir aussi l'information. Oui. Donc si l'information n'est pas diffusée... L'information, vous voulez dire, n'est pas diffusée. Comment allons-nous savoir qu'il y a quelque chose que le conseiller à la diaspora... Je vous donne déjà l'information que le président a nommé un conseiller. Donc c'est déjà la première information que vous devrez certainement avoir, mais que vous n'avez pas. Donc c'est de là que vous pouvez déjà avoir l'information sur les mécanismes qui peuvent être mis en place. C'est l'agent du président de la République qui s'occupe de cette question. Et vous devez donc avoir l'information que 2015 a été retenu comme année de l'entreprise. Ça veut dire que la première chose que vous avez à faire quand vous arrivez, c'est de vous rapprocher. L'État crée le cadre et vous vous rapprochez du ministre en charge de l'entreprise, des petites et moyennes entreprises, par exemple. Est-ce que, monsieur le ministre, est-ce que le ministère de la Jeunesse ne peut pas être ce canal-là? Pense que s'il je suis en train d'arriver. Et justement, donc, il y a déjà cela. Maintenant, si vous pensez qu'il faut que le ministère de la Jeunesse vous oriente, eh bien, le ministère de la Jeunesse a les portes ouvertes. Vous venez vous présenter vos idées, vos intentions, et il appartient au ministère de la Jeunesse, dès l'instant où vous vous retrouvez dans ce couloir des jeunes, de vous accompagner vers les services. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est ce que les cadres du ministère de la Jeunesse vous diront, et c'est ce qu'ils feront pour vous. Et c'est ce que nous faisons chaque année. C'est ça notre mission. C'est ce que nous faisons tous les jours. Recevoir les jeunes, soit au niveau de nos maisons de jeunesse, soit au niveau des directions départementales de la jeunesse, soit au niveau du ministère de la jeunesse. Il m'arrive moi-même, je vous prends un exemple ce matin, des jeunes que j'ai croisés par hasard à l'université qui se plaignent de ce que leur dossier avait été déposé au ministère de la jeunesse et n'avait pas de suite. Je les ai mis en la voiture, ils sont venus avec moi au ministère, nous avons retrouvé leur dossier qui sont en traitement chez les conseillers. Donc c'est ça notre travail. Voilà, vous satisfait ? Je ne vous dirai pas oui. Si je dois continuer, on va faire un trop long débat. Donc soyons concrets. Venez au ministère et le ministère vous aidera à vous orienter. Soyez-en rassurés. D'accord. Okay, je pense qu'on a épuisé vos préoccupations, c'est ça? Non, j'ai une deuxième question. Voilà. Ma deuxième question est la suivante. Aujourd'hui, au niveau international, au niveau mondial, il y a des nouveaux métiers qui se font. Il y a des nouveaux métiers qui se créent. Donc, quelle est aujourd'hui l'action que le ministère de la Jeunesse mène
pour pouvoir informer à la jeunesse congolaise de la création de ces nouveaux métiers qui naissent un peu partout dans le monde et qui peuvent servir au développement du Congo-Brazzaville. Alors il s'agit ici de ce qu'on appelle le développement des différentes chaînes de valeur. Voir dans tous les corps des métiers qu'il y a, quels sont les métiers spécifiques, comme vous le dites, ce que nous on appelle les métiers émergents. Voilà. Nous avions au niveau du ministère de la Jeunesse un projet à l'époque où on devait mettre en place un campus de métiers émergents pour développer ces chaînes de valeur, développer ces autres métiers peu connus chez nous ou peu connus des jeunes. Mais ce même travail est mis en place par le biais du ministère de la formation qualifiante et de l'emploi et de la formation professionnelle. Donc, là aussi, le ministère de l'enseignement technique et professionnel chargé de la formation qualifiante, lors du dernier Conseil national de l'enseignement, a retenu une liste des emplois qu'on appellerait des emplois nouveaux, de certains emplois qui obéissent à ces chaînes de valeur, qui sont mis à la portée de tout le monde et qui vont faire l'objet de formation dans les différents établissements d'enseignement technique et professionnel. Donc là aussi, c'est simplement un problème de formation et le ministère de la Jeunesse vous ouvre les portes, interroge pour vous les autres partenaires pour que, effectivement, l'information vous arrive. Voilà, on va maintenant prendre Abraham. Et on va compter sur vous, par exemple, qui êtes dans le design, c'est ça? Oui, je sais exactement. Je suis dans le design global. Exactement. Voilà, c'est peut-être des métiers qui sont très peu connus ici, qui sont peu développés, et vous serez pour nous un pionnier qui travaillera avec le ministère, par exemple, pour permettre aux jeunes de connaître le métier que vous faites et de s'y intéresser, comme on le fait avec bien d'autres. D'accord. Merci. Abraham A5, vos questions? Je voudrais savoir, on voit l'engagement des jeunes artistes qui excellent en musique, notamment la musique hip-hop, que moi je pratique d'ailleurs. Quelles sont vos intentions ou bien votre but pour soutenir ces jeunes? La politique, on est. Est-ce que vous comptez sur ces jeunes pour l'émergence du Congo aussi? Ah bien sûr, oui. Je voudrais, pour conforter ce que vous dites, citer un promoteur culturel, Beethoven Yombo, qui a eu une cérémonie à laquelle j'ai assisté dans les Sansa de Foi, ouais, a dit quelque chose de très fort. Lorsque les vaches à lait vont cesser de produire, c'est-à-dire lorsqu'on ne réussira plus avec notre pétrole, dont le prix de baril est déjà en train de chuter, on ne réussira plus avec nos matières premières, le bois, les mines vont chuter, la culture, la musique, les arts seront les seuls produits qui permettront de parler du Congo à l'extérieur, qui permettront de vendre l'image du Congo à l'extérieur. On ne nous reconnaîtra plus que par ça. C'est pour dire la place qu'occupe la culture dans le développement et l'émergence du Congo. Et j'en suis conscient. J'en suis conscient et c'est pour cette raison que vous êtes un artiste. Vous savez bien que je réponds présent à toutes les invitations des jeunes artistes. On les accompagne. Nous avons été avec le groupe, je ne sais pas si c'est le vôtre, de hip-hop, au jeu de la francophonie. On vous en avait parlé, voilà. Donc vous voyez comment nous faisons la promotion des jeunes artistes, parce que nous comptons sur eux pour vendre l'image du pays à l'étranger. Et nous savons, moi, bien davantage, en tant que président du comité technique spécialisé de l'Union africaine sur la jeunesse, le sport et la culture, j'ai conscience que c'est par la culture qu'on va développer, on va obtenir un certain nombre d'opportunités d'emploi pour les jeunes. Parce que la culture, les arts, la musique vous permet déjà de créer votre propre emploi. Et nous continuerons à vous accompagner. Là, j'en suis convaincu. Merci beaucoup. Merci. Sinon, la deuxième question est la suivante. Tous ont assisté par rapport aux faits qui se sont déroulés dernièrement pendant la CAN. La délinquance juvénile, j'allais dire. Voilà. Maintenant, moi, je voudrais savoir pourquoi vous n'avez pas, au départ, utilisé les jeunes artistes en menant une sorte de campagne pour éviter ce que nous avons connu. Maintenant, la CAN est passée. Est-ce que vous allez toujours
négliger ces jeunes-là. Très bien, ça doit être déjà votre philosophie. Et si vous avez besoin que le ministère vous accompagne dans un programme précis comme celui-là, je peux déjà ici et maintenant, en effet, je peux ici et maintenant vous exprimer mon engagement. Tout dépend de la façon dont vous allez vous organiser. Vous allez sélectionner les artistes qui voudront être avec nous dans ce projet et puis utiliser cela comme véhicule pour davantage élever la conscience citoyenne, élever la conscience, le niveau de conscience de nos jeunes et attirer leur attention sur ces comportements. C'est d'ailleurs pour cette raison que, à la faveur de la célébration de la Journée nationale de la jeunesse, vous avez vu que nous avons organisé au Palais des Congrès une soirée culturelle le 28 février. Nous avons eu aussi des jeunes rappeurs, des jeunes hip-hop qui se sont exprimés à cette occasion. C'est des dispositifs, des mécanismes que nous mettons en place pour rappeler effectivement aux artistes, aux musiciens, le rôle qu'ils doivent jouer aux côtés du ministère pour éduquer la jeunesse. Voilà, le dernier jeune à recevoir dans cette émission, c'est Chris Gondoudou. Voilà, il est jeune sportif. Voilà, vous êtes en face du ministre. Quelles sont vos questions? Oui, primo, avant tout propos, j'aimerais d'abord remercier le ministre pour cette opportunité parce que bon nombre de ministres refusent de rencontrer des jeunes pour débattre. Donc, c'est l'occasion à jamais pour moi de pouvoir discuter avec vous. Alors, la première inquiétude, c'est que nous savons tous que le sport unit les peuples. Et lors de la CAN, nous avions constaté un dépassement, un comportement débordant de la part des jeunes. Et le peuple, quelquefois, a été théorisé en suivant ces matchs. Nous avions eu des voitures de police, des blindés un peu par-ci, par-là. Et alors que les jeunes devraient suivre le match en toute quiétude. Alors, la question est celle de savoir, après l'élimination des Diables Rouges, nous avions entendu le coach, le sélectionneur de Diables Rouges dire qu'on ne mélange pas les loisirs et la politique. Alors, j'aimerais que vous m'apportez respectueusement les éléments de réponse sur ces propos. Vous savez, je pense que jamais par le passé, l'éveil patriotique, l'esprit patriotique s'était autant exprimé depuis plus de 20 ans que ça ne s'est exprimé à la faveur de la participation de nos Diables Rouges à la CAN. Vous avez vu des Congolais qui étaient tous debout, heureux, fiers d'accompagner les Diables Rouges. Et en plus, les Diables Rouges ont multiplié des exploits. Les gens étaient heureux, ils étaient en liesse. Et comment pensez-vous qu'ils puissent célébrer cette victoire, cette liesse? On ne la célèbre pas en étant cloîtré dans sa chambre. On a besoin de partager cette joie, ce bonheur avec les autres amis dans le quartier. Et à partir de ce moment, ils sortent de la maison. Ils sont dans les quartiers, ils sont nombreux. C'est d'autant plus qu'on avait mis pour eux des écrans géants. Donc, ils sont nombreux. Et quand ils sont nombreux, vous êtes des jeunes étudiants, vous êtes des artistes, il y a la notion de foule. Dans une foule, la foule n'a pas d'esprit. Il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Et c'est pour cette raison que dans tous les pays, quand ça se passe comme ça, on prend des dispositions de sécurité pour éviter que dans cette foule où un peuple est en liesse, qu'il y ait 2 ou 3 inciviques qui créent le désordre, qui commencent à casser quelque part. Et quand ils vont casser, mon cher jeune, même vous qui êtes sérieux, même vous qui étiez en train de marcher normalement, quand vous allez voir qu'on a cassé le supermarché à côté, je ne sais pas quel est l'esprit qui va vous prendre à ce moment pour vous retrouver dans le supermarché. Donc, c'est parfois des comportements de foule. Vous savez, et la preuve par 9 que c'était juste quelque chose, c'était pas tellement calculé, que ce n'était pas un rejet du pouvoir, ce n'était pas une expression de lutte contre l'emploi. Je vous dis, dans la même semaine, ou dans les semaines qui ont suivi, le président de la République s'est retrouvé à Bakongo. Il a marché du marché de Bakongo. Il était dans sa voiture décapotable, exposé à tout le monde. Du marché de Bakongo, il est allé jusqu'au centre sportif et ça a continué. Et la population, les mêmes jeunes en liesse, l'ont accompagné juste presque devant sa résidence. Voyez-vous, si c'était des jeunes qui voulaient contester le fait que ce pouvoir, on ne l'aime pas ou bien on n'a pas d'emploi, les mêmes scènes devaient se reproduire. Voilà, monsieur le ministre. Et le même jeune était avec le président à l'université. Ouais. Voyez-vous, voilà. Cher jeune. Monsieur le ministre, nous sommes arrivés malheureusement à la fin de cette émission. On vous laisse en fait le dernier mot.
Vous avez reçu les jeunes sur ce plateau, vous avez échangé. En 30 secondes, puisqu'il ne nous reste qu'une minute pour boucler l'émission, que dites-vous? Mais non, dire merci aux jeunes et leur demander de continuer à rester sereins, à être confiants, avoir confiance en eux-mêmes, avoir confiance au gouvernement et qu'ils sachent que le ministère de la Jeunesse est à leur service, de jour comme de nuit. Les jeunes, ils sont nombreux à avoir mon numéro de téléphone. Ils ont le numéro de téléphone de mes collaborateurs. Les portes du ministère sont ouvertes. Nous sommes là pour les accompagner et nous comptons sur eux. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Merci beaucoup.